Merci infiniment à vous, l'Africain Bertrand Tatinda. Charlie, vous brûlez d'envie de réagir avant de retrouver le président qui fera forme de bilan, mais qui reviendra, une forme de synthèse, mais qui reviendra effectivement sur tout ce qui a été dit jusqu'ici. Charlie, on peut savoir que vous êtes en liaison avec nous. Vous souhaitez apporter d'autres éléments de précision autour de la démarche de Donald Trump sur le président vénézuélien Nicolás Maduro? Charlie est parti. On l'aura donc très certainement présent. On vous retrouve donc avec l'actualité au Cameroun. À compter donc du 1er septembre prochain, Sylvain Riquier, administrateur de l'État de 2e grade, est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République française auprès de la République du Cameroun. La nomination est donc du président de la République française Emmanuel Macron, contenue dans un décret en date du 7 août dernier, avant sa nomination au Cameroun. Eh bien, Sylvain était ambassadeur de la République française auprès des Comores, où il a représenté son pays depuis sa prise de service, c'était donc le 4 août 2025. 4 ans plus tard, il est donc appelé cette fois-là pour servir au Cameroun après avoir dit au revoir et cédé effectivement son siège à un autre. Étienne Chapon, nouvel ambassadeur, a donc pour mission de promouvoir, dit-on, la culture, l'économie, mais surtout les sciences françaises au Cameroun, d'informer le gouvernement français à propos des événements politiques, sociaux, militaires en ce qui concerne effectivement la France. Je vois sourire l'agenda. Nous le connaissons, l'élection présidentielle du côté du Cameroun. On a là donc, on va dire, un pur produit qui sort effectivement de l'ENA, avec notamment une bonne formation en termes dans la maîtrise des canons diplomatiques, ce qui nous éloigne un tout petit peu de son prédécesseur qui avait, en tout cas, militaire dans l'âme, militaire un jour, militaire pour toujours. Alors, c'est-à-dire finalement que dans la démarche de la France, on veut se projeter dans une diplomatie beaucoup plus souple désormais avec le Cameroun pour rester poli et correct. Bienvenue à vous, président. Merci. Bon après-midi à vous, mon cher Fabrice. Bon après-midi à mes copanélistes. Ils connaissent tous l'estime que j'ai pour eux, pris individuellement. Je voulais saluer les stagiaires qui sont avec nous depuis un bon moment, les apporter tout mon soutien et les encourager. Ceux qui les encadrent, et je voulais saluer ceux qui les ont envoyés ici, en sollicitant, en sélectionnant Pan-African Media TV pour accueillir ces stagiaires dans le cadre d'une chaire panafricaniste qui est désormais ouverte à l'université de Yaoundé. Combien? Yaoundé 2. Ce sont les affaires de Jonathan. Ce sont les affaires de Jonathan qui est proche de Famen Dongo. Au sens que entre eux les universitaires, nous, on n'est pas dans vos affaires. Donc, nous les saluons. Parce que c'est une responsabilité, c'est un honneur que nous voulons assumer à sa juste mesure. Je salue les techniciens, on ne les voit pas, mais c'est grâce à eux que nous pouvons parler. Je veux m'intéresser à l'ambassadeur de France à la fin. Parce que pour moi, ce n'est pas un sujet. Pour moi, ce n'est pas un sujet. Les sujets qui ont été développés avant là m'intéressent, avec votre permission. Allez-y, président. M'intéresse plus que parler des gesticulations diplomatiques de la France. On évoquera d'abord, avec votre permission, bien entendu, le cas de la République centrafricaine. Oui, je vais commencer par ça. Oui, la République d'Afrique, comme après les déboires de Bancroft, comment expliquer, comment va-t-on articuler, bien entendu, la démarche américaine avec celle russe qui a quand même porté des fruits, du moins qui continue à porter des fruits. Charles a été d'ailleurs très clair là-dessus dans son rendu. Je vais pas être long. Nous connaissons les difficultés de la RCA, du Centrafrique. Nous connaissons les problèmes de ce pays. Nous connaissons la volonté et la bagarre que mène le président pour réouvrir les circuits financiers, les rendre disponibles, dans le cadre de sa volonté de financer les plans
de réorganisation du pays, de refondation du pays, au plan économique, au plan infrastructurel et au plan institutionnel. Et en particulier, ouvrir les marchés pour les matières premières de son pays. Nous comprenons ça très bien et tous les efforts du président, y compris dans le cadre de la diplomatie, souvent perçus par certains comme étant une démarche illisible et difficile à suivre. C'est le cas des relations avec la France. Et maintenant, c'est cette histoire avec Africom qui fait jaser. Je ne sais pas ce qu'on cherche. Je vais lire, j'ai regardé un peu. Donc, c'est une délégation de l'Africom. Composée de monsieur Profita, Stan Profita, programme manager, le sergent-major Renan Azar, religious support senior enlisted leader, religious support, c'est important, de monsieur Yoshua, le fils de Yoshua, et Machizon. Monsieur Machizon, n'est-ce pas? D'un côté, il y avait, du côté centrafricain, le général de division Freddy Johnson Sakama, le sous-chef d'état-major général chargé des opérations, le général de brigade Henry Grenbow, sous-chef d'état-major général chargé de la logistique, le colonel Thierry Brice Mathieu, chef de cabinet du chef d'état-major général de FACA. Maintenant, au niveau institutionnel, le ministre. Alors, moi, je vais vous dire, lisons ce qu'on nous dit. On nous dit que la rencontre a porté essentiellement sur l'évaluation du programme de formation des sous-officiers et les possibilités d'un appui américain à la formation des sous-officiers centrafricains. L'histoire de ce type d'objet, quand on parle des relations entre les relations militaires entre l'Amérique et les pays africains en général, signifie une seule chose: la volonté de vendre les armes américaines. Deuxièmement, infiltrer le pays, faire du pays et de l'armée du pays une espèce de succursale militaire de l'armée américaine, avec pour conséquence la colonisation militaire du pays. Donc il y a deux problèmes que ça soulève. Premièrement, c'est le fait que vous ne pouvez pas vous sécuriser avec les armes américaines. Parce que quand ça monte à un certain niveau, ils ne vous les livrent plus. Ou bien quand vous les livrez, ils gardent des composants stratégiques déterminants, au point où ils peuvent rester chez eux et rendre l'arme qu'on vous a vendue non fonctionnelle. Pendant les premières opérations de Boko Haram contre l'armée nigériane a deux corps spéciaux: les Red Berets et les Green Berets. Les Red Berets, c'est une sorte de police militaire pour les combats asymétriques, pour spécialiser dans le combat asymétrique. Les Green Berets, c'est des gars qui sont formés aux États-Unis par les commandos de Marines. Donc, c'est des forces spéciales qui sont pour les assauts puissants. L'armée nigériane, face à la puissance du Boko Haram, puissance réelle ou bien artificielle, hein, je ne sais pas trop comment on peut la qualifier, l'armée nigériane décide d'utiliser les Green Berets qui sont formés par les Marines. Les États-Unis disent que pour les questions de droits de l'homme, si on utilise un seul Green Beret sur le terrain, ils vont sanctionner le Nigeria. Donc, conséquence, l'armée nigériane a été amputée d'un de ses corps spéciaux pour affronter de manière handicapée le Boko Haram. Donc, même les militaires formés par les États-Unis, au président prenait l'exemple des armes, ça va loin. Même les militaires, ceux qu'ils ont formés sont capables de vous dire que ceux-là ne combattent pas dans vos opérations. Non.
à la fin, on se pose bien la question, ces soldats-là sont les soldats qui obéissent à qui? Je remercie pour la précision et l'enrichissement. En fait, c'est de ça que je voulais parler. C'est ce que j'appelle la colonisation militaire. Transformer votre armée en sous-base militaire américaine au service de leur projet stratégique. La deuxième chose que je voulais dire, puisque Jonathan a précisé, je vais plus insister dessus, mais c'est exactement ce que je voulais dire. Quand vous coopérez avec les Américains comme ça, je laisse de côté les objectifs militaires d'Africom. Pour le Golfe de Guinée, on sait. On sait. D'abord, il y a un problème de principe. Africom là, est-ce qu'il y a la réciproque africaine aux États-Unis? Est-ce qu'il y a un commandement centrafricain, militaire centrafricain, un commandement de la CEMAC, un commandement camerounais aux États-Unis? Est-ce qu'il y a ça? Comment m'expliquer ça? Ça trahit déjà la nature du rapport qu'il y a entre les armées africaines et Africom. Donc je dis bien, Africom, c'est une armée coloniale. Tout à fait. Qui veut devenir une armée d'occupation? C'est une armée d'occupation. Africom, c'est une armée d'occupation. Ça parce que l'Amérique n'a pas colonisé un pays africain, qu'on ne peut pas appeler sa démarche militaire comme étant une démarche d'occupation militaire. À partir du moment où il n'y a pas de réciprocité militaire, à savoir que les pays africains doivent avoir des bases militaires aux États-Unis, c'est l'occupation militaire. Tout à fait. Donc je ne reviens pas à ce que j'ai dit. Il vous a démontré comment, pas seulement au Nigeria, même au Nigeria, il y a eu ce problème. Même au Nigeria, il y a eu ce problème. C'est-à-dire quand ils forment les gens chez vous, c'est comme si ces soldats-là leur appartiennent d'abord avant de vous appartenir. C'est une espèce d'américanisation des éléments qui sont formés aux États-Unis et qui obéissent d'abord aux Américains avant d'obéir à leur pays. C'est grave, hein? Le projet militaire américain de militariser le globe, ils ont discuté de ça avec qui? Avec qui ils ont discuté de ça? Depuis quand est-ce que la sécurité américaine est la sécurité mondiale? Depuis quand? C'est le contraire qui est vrai. L'Amérique, pour se sécuriser, insécurise le monde au plan militaire. L'armée américaine est l'armée qui déstabilise le plus le monde entier. C'est l'armée la plus criminelle du monde entier. C'est une armée terroriste. L'État américain est un État terroriste. Tout à l'heure, je reviendrai. Pour qu'on me démontre l'adéquation qu'il y a entre les stratégies de l'armée centrafricaine et Africom. En matière de formation, vous ne pouvez pas coopérer avec une armée étrangère dans la matière si vous ne partagez pas au même minimum la même analyse des menaces. C'est parce que les Américains disent qu'ils luttent contre le terrorisme et l'extrémisme qu'il faut aller s'asseoir avec eux et parler, puisque l'État américain est l'État terroriste par excellence. Et que les users, c'est-à-dire c'est eux qui propagent dans le monde le terrorisme, c'est démontré, c'est de balai clos. Puis c'est même les Américains qui viennent de le dire, c'est Trump qui l'a dit dans le cas de lui, c'est lui, c'est eux-mêmes qui disent que nous sommes des terroristes, de balai clos. Alors, est-ce que le Centrafrique et les Américains ont la même analyse des menaces qui pèsent sur leur pays respectivement? Est-ce qu'ils ont la même vision des relations internationales et de la sécurité internationale? Le principe géopolitique et géostratégique de l'indivisibilité de la sécurité militaire mondiale suppose mais il faut essayer de globaliser l'analyse des menaces pour qu'il y ait un certain niveau de mutualisation, ne serait-ce qu'intellectuelle, et au niveau de l'analyse des enjeux militaires. Les Américains ne comprennent pas ce genre de langage. Ils ne comprennent pas. Ils ne savent pas ce que ça veut dire. Moi, je pose la question de savoir. J'attends que nos amis centrafricains nous disent. Il faut qu'ils nous expliquent. Parce que nous, on peut parler des choses qu'on comprend. Il faut qu'ils nous expliquent que, depuis quand les intérêts militaires américains coïncident avec les intérêts militaires centrafricains. Parce que quand vous voyez le programme là, il ne faut pas qu'il y ait des choses comme ça. C'est-à-dire que c'est dévalorisant, c'est même raciste. C'est-à-dire que l'évaluation du programme de formation des sous-officiers et des possibilités d'un appui américain à la formation des sous-officiers centrafricains. À quelle heure? À quelle heure? À quelle heure? À quelle heure?
des longs épisodes, on les a vus au sein de... Quand le Centrafrique avait besoin de vrais partenaires militaires, où étaient les USA? Du côté des terroristes, du côté des groupes rebelles. Je le dis haut et fort. La France était en première ligne, mais les Américains étaient derrière, ils n'étaient pas loin. Ils n'étaient pas loin. Donc vraiment, moi, il faut faire attention. C'est pour dire quoi à la fin? Entre la diversification des partenariats et la prostitution diplomatique, il faut faire attention de ne pas franchir le pas. Parce que la prostitution diplomatique, c'est-à-dire que si la diversification des partenariats débouche sur une forme de prostitution diplomatique et géostratégique, vous le payerez en retour. Vous ne serez plus crédible. Vous n'aurez plus d'identité en ayant le sort. Nous mettons en garde. Nous ne disons pas que la SRA fait la prostitution diplomatique et géopolitique. Non, mais nous mettons en garde. Parce que en matière de partenariat stratégique, on peut avoir ce qu'on appelle le partenariat stratégique principal et les partenariats stratégiques secondaires. Dans le cas d'expression, on prend la relation avec les Russes. Entre les Russes et les Américains, qui est principal, qui est secondaire à la fin? Comment ça évolue? Nous voulons voir clair. C'est la première fois que je parle comme ça du Centrafrique. Parce que je ne comprends pas. Et les États-Unis ont clairement dit qu'ils... Je dis que moi, je ne comprends pas. Le partenaire principal. Je ne comprends pas. Donc, s'il y a une orientation stratégique du pays, comme nous le disent. Président, Charlie brûle d'envie de réagir. Oui, Charlie, on donne la parole pour 2 minutes rapidement. Je vous en prie avant de votre président. Justement, l'interrogation dont venait de rappeler le président est très, très importante. En ce sens où il est impératif aujourd'hui pour les autorités centrafricaines, parce que j'ai beaucoup travaillé sur ces questions-là. Il est impératif aujourd'hui pour les autorités centrafricaines de véritablement clarifier leur position. Parce que même s'ils ne le disent pas ouvertement, il y a comme une forme, je vais dire quoi, j'ai envie de dire, de diplomatie dans la diplomatie. C'est-à-dire que je ne sais pas si ces décisions sur le plan sécuritaire et militaire qui ont été prises en République centrafricaine ces 2-3 dernières années émanent véritablement de la prééminence institutionnelle et diplomatique de ce pays à la personne du professeur Faustin Archange Touadéra. Parce que on a l'impression, et là vraiment je parle avec beaucoup d'inquiétude, on a l'impression qu'au cœur de la République centrafricaine, au cœur du dispositif sécuritaire-militaire en République centrafricaine, il y aurait des personnes ou alors des individus qui estiment ou qui estimeraient que la République centrafricaine mériterait de revenir avec ses partenaires traditionnels, si on peut le dire ainsi, ses anciens partenaires, principalement les Occidentaux. Parce qu'on observe justement au sein, que ce soit au niveau de la formation, que ce soit au niveau de la police, la gendarmerie et même l'armée, on observe une montée en puissance justement d'entretien, de discours, de visites, de rencontres entre les officiels centrafricains et les officiels français. Si vous remontez maintenant au niveau de la défense, et ça c'est la goutte d'eau qui déborde le vase avec cette rencontre entre le chef de l'État, la représentante de l'ambassade des États-Unis. Vous me recevez? C'est une injure. Charlie, est-ce que vous nous recevez? Oui, je vous reçois très bien. C'est la question que je me posais, si vous me recevez, vous. Non, on vous reçoit, Charlie. Ok, d'accord. Donc, je disais que ces 2 dernières années, il y a eu d'énormes et de grands rapprochements entre le dispositif, du moins les responsables du dispositif sécuritaire-militaire centrafricain et des officiels français, des officiels américains et des officiels de l'OTAN. Ça pose problème. Quand on demande aujourd'hui, parce que le président vous a parlé tout à l'heure des objectifs, je suis revenu d'ailleurs dans ma première prise de parole, quand vous allez lire ces objectifs, ça fait froid aux gens. Je me demande comment est-ce que les autorités centrafricaines, comment est-ce que le ministre de la Défense et des forces armées centrafricaines peut accepter véritablement que de pareils objectifs peuvent être mis sur la table dans le cadre d'un partenariat ou d'une coopération militaire entre la République centrafricaine et les forces armées de l'OTAN, qui en réalité les forces armées américaines. Quand on sait que au nom
dont l'un de leurs représentants, à la personne de Martin Joseph Figuera, qui est entré sur le territoire américain, en réalité, qui est un agent de l'OTAN, parce qu'il faut le préciser, de la diplomatie, c'est-à-dire que c'est à travers l'ambassade américaine qu'il a d'ailleurs recruté, qu'il a d'ailleurs déployé sur le terrain, c'est à travers l'ambassade américaine qu'il entre en République centrafricaine. Or, son arrestation récemment, je crois que c'était en mai de l'année dernière, au cours d'une opération militaire des FACA et de leur allié russe, les forces armées centrafricaines, dans la localité de Zénio, je crois que c'était en mai de l'année dernière. Après cette opération militaire qui s'en est poursuivie avec son arrestation, on s'est rendu compte, après exploitation justement, que ce monsieur, en réalité, était un agent de relais entre l'ambassade américaine, un certain nombre de chancelleries occidentales et des groupes rebelles qui combattent sur le terrain. Et je rappelle que parmi les groupes rebelles qui combattaient sur le terrain, donc M. Martin Joseph Figuera, qui en réalité était un agent de l'OTAN, il y avait entre autres l'UPC et les 3R. Mais je rappelle que ces mêmes groupes rebelles, à l'heure où nous parlons, le 10 juillet, c'est-à-dire qu'il y a de cela quelques jours, ont déposé les armes. 700 combattants de groupes rebelles ont déposé les armes. Pourquoi? Parce que le partenariat qui lie aujourd'hui la République centrafricaine et la Fédération de Russie n'intègre pas seulement la formation, le partage de renseignements et bien sûr l'équipement des troupes. Non, le partenariat intègre également des aspects qui sont extra-sécuritaires, mais qui ont un impact dans la sécurité centrafricaine. Je prends le cas par exemple de la négociation. Je rappelle que c'est grâce à la négociation des instructeurs russes qu'aujourd'hui, on assiste à cette série de dépôts d'armes de la part des rebelles, parce que ce n'est pas la première, par le passé, il y en a eu. Mais sauf que je vous parle de la date du 10 juin où 700 combattants rebelles, parmi lesquels l'UPC et les 3R, ont déposé les armes. Et je précise encore que bien avant cela, toujours dans le cadre des éléments extra-sécuritaires, mais qui peuvent avoir un impact sécuritaire, vous avez également la médiation justement des instructeurs russes et de la diplomatie russe à la République centrafricaine dans l'aboutissement du dossier qui a vu l'ouverture justement de la frontière entre la République centrafricaine et le Tchad, qu'il faut le rappeler par le passé, a failli être utilisé par les ennemis de ces pays-là pour amener le Tchad et la République centrafricaine en guerre. Or, grâce à la médiation russe, la frontière entre le Tchad et la République centrafricaine, qui est restée fermée pendant 14 ans, a été rouverte. Alors, quand vous avez un partenaire stratégique aussi sérieux, qu'est-ce que vous faites? Même si vous devez appeler quelqu'un, vous devez d'abord clarifier la position de ce partenaire stratégique qui est soit le principal ou alors un simple partenaire stratégique. Or, vous avez un partenaire stratégique qui a fait ses preuves sur le terrain, qui vous a aidé à pacifier le pays, mais qui, au-delà de cela, donne du sien pour justement amener à ce que les éléments de pacification s'inscrivent dans la durée. Mais vous faites appel à notre partenaire à qui vous prenez la peine d'accepter à ce que celui-là définisse des objectifs, ma foi, qui me paraissent invraisemblables. Comment l'OTAN peut définir de tels objectifs dans le cadre de la République centrafricaine? À la limite, quand vous lisez ces objectifs, vous avez l'impression que c'est eux qui définissent aujourd'hui le programme politique, qui définissent la politique de défense, la politique justement sécuritaire de la République centrafricaine. Alors, quel dites-vous donc des autres? Donc, moi je dis, les autorités centrafricaines doivent faire très attention. C'est pourquoi dans ma fin de projet, j'ai parlé de cet équilibrisme géopolitique qui a coûté la vie à beaucoup de chefs d'État africains. Mouammar Kadhafi en a payé le prix. L'exemple dernier, c'est Mouammar Kadhafi. L'équilibre en géopolitique n'existe pas. Mon frère Fabrice, nous vivons dans un monde où vous prenez un choix, vous l'assumez. Il n'y a pas de débat dessus. Vous prenez un choix, vous l'assumez. Vous essayez de jouer les équilibres, surtout avec le bloc occidental. Parce que c'est des gens qui ont leur manière de voir les choses qui n'ont rien à voir avec la nôtre. Hein. On a tellement démontré qui sont ces personnes-là. C'est le rapport de force, c'est la réciprocité dans les actions. Si vous n'êtes pas capable d'intégrer ça justement dans votre volonté, dans votre politique étrangère et votre volonté d'émancipation, en mettant à la base justement une refonte de votre système sécuritaire-militaire, comme c'est le cas en République centrafricaine, avec des exemples qui marchent. Mais où est-ce qu'on s'en va? Que les autorités centrafricaines nous disaient clairement, c'est quoi quelle est la suite? Quand vous acceptez que l'OTAN peut venir chez vous et donner c'est-à-dire que donner une telle direction justement à votre pays, c'est quoi la suite? Puisque les rebelles aujourd'hui qui sont en train de déposer les armes, c'est les mêmes qui ont été armés. Je vous ai pris le cas de Martin Joseph Figuera, qui était un agent de l'OTAN. Les services secrets centrafricains ont démontré qu'il était l'agent de relais entre les services secrets otaniens, les services secrets occidentaux et les groupes combattants au niveau de la République centrafricaine. Alors, quand vous avez des faits comme celui-là, sur quelle base vous pouvez permettre à ce que les États-Unis même arrivent à se prononcer sur les questions de sécurité à l'intérieur de votre pays? Ça n'a pas de sens.
Mais si c'est tellement de la diplomatie que vous voulez faire, mais bon Dieu, tenez compte au moins des réalités historiques qui ont fondé, même et qui continuent de fonder votre pays. Si vous ne faites pas cela, vous allez où donc? Et à l'autre côté, qui vous dit, bon, je me pose la question, d'après eux, quelle sera la réaction de la Fédération de Russie? Puisque l'OTAN va justement, je vais dire quoi, va vouloir mettre en avant cette réussite militaire. Allez lire les communiqués officiels, vous allez voir que l'OTAN est en train de faire de la récupération. Mais c'est de bonne guerre. C'est-à-dire l'OTAN est en train de démontrer que dans la percée russe en Afrique, elle a également son mot à dire. D'ailleurs, là où la Russie même est fortement implémentée, elle peut venir bousculer cet équilibre géopolitique. À partir de cet instant, vous devez également intégrer quelle pourra être la réaction de la Russie vis-à-vis de cette manière de faire. Est-ce que vous êtes sûr qu'ils vont embrasser, qu'ils vont épouser votre soi-disant diversification de partenariats stratégiques? Surtout que même quand on veut diversifier les partenariats stratégiques sur le plan militaire, sur le plan sécuritaire, et bien on fait très attention, on ne diversifie pas pour diversifier. Et nous vivons dans un monde où, je dis et j'insiste encore, l'équilibrisme géopolitique, généralement, ça finit par ce que nous connaissons très bien. Et l'exemple le plus palpable, c'est le cas justement de la Libye de Muammar Kadhafi. Il faut que les autorités centrafricaines véritablement prennent une position et se définissent clairement quelle est la politique de défense, la politique étrangère, sur quelle base elle s'appuie sur le plan stratégique, avec quel ami elle va se faire et dans quel contexte elle va se faire. Merci à vous, Charlie. On vous a bien suivi, Président. On vous écoute, on écoute Charlie sur cette question. Il faut dire qu'il y a quand même un véritable mal, une difficulté véritablement à pouvoir concevoir, puisqu'on a là des armes, alors la vision militaire de deux pays qui soit véritablement aux antipodes de la Fédération de Russie, qui apporte une aide conséquente avec notamment une volonté de vouloir transférer les compétences. Là, on a plutôt une volonté, une démarche américaine qui s'inscrit dans cette vieille tradition impérialiste, c'est-à-dire réussir véritablement à infiltrer les armées locales, comme vous avez d'ailleurs relevé tout à l'heure. Pour un pays comme la République centrafricaine qui sort véritablement de là, on a plusieurs fois loué et célébré notamment le pragmatisme politique du président Faustin Archange. Est-ce que là, on peut encore tenir le même discours? Je suis un soutien passionné du président Touadéra. Moi, je suis rarement passionné quand je fais mes analyses politiques, parce que la passion avec laquelle on parle est différente de la capacité d'analyser. Hein. La raison qui analyse est différente de la passion qui peut accompagner les propos. Il ne faut pas confondre les deux. Mais je dis, je suis un soutien passionné du président Touadéra. Et nous voulons comprendre. Donc si on ne comprend pas le rythme, la cadence, le timing, les séquences d'une démarche, on demande qu'il faut nous éclairer. Moi, je ne comprends pas. C'est-à-dire, je répète, je connais les difficultés de ce pays. Moi, je suis un homme politique, ça m'avantage un peu quand on analysait les contraintes qui pèsent sur un dirigeant. Mais je pense que le Centrafrique est sorti d'un... C'est-à-dire, c'est situé à une autre étape de la reconstruction du pays en général et de la remise sur pied de l'État. Donc ce n'est pas comme un pays qui... Il n'y a pas d'armée, il n'y a pas... C'est tout à terre. Et le partenaire qui a été fidèle, déterminant dans la suivi de ce pays, c'est la Russie. C'est tout ce que je suis en train de dire, c'est la Russie. Donc, quand moi je lis l'ordre du jour de la rencontre des deux états-majors, moi ça me pose un problème sérieux. Je veux soulever un autre aspect. Vous venez évaluer le programme de formation des sous-officiers, des possibilités d'un appui américain à la formation des sous-officiers centrafricains. Il peut avoir double usage. Ces gens-là, si la Russie les a déjà formés, on évalue qui? On évalue qui? Au cas où ces officiers ont été formés, parce que nous connaissons que la reconstruction de la mer centrafricaine a la marque de la Russie. Que ce soit en termes de formation, d'accompagnement, etc. La Russie a fait la guerre contre les terroristes corps à corps. Corps à corps. C'est-à-dire qu'elle a perdu le corps à corps. Pendant que les Américains protégeaient les groupes rebelles, qu'on a appelés politico-militaires, avec les embargos à l'ONU, etc. Pendant que la Russie était là sur le terrain. Alors, si la Russie a déjà formé des gens, c'est une double formation. Et dans ce cas, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Alors, moi, je ne parle pas à la place des Russes, mais non, s'interroge. Non, s'interroge. Vous ne pouvez pas me répéter. Le monde entier sait que les Américains ne peuvent pas lutter contre le terrorisme.
C'est-à-dire, quand les Américains disent qu'ils luttent contre le terrorisme, ça veut dire qu'ils financent et protègent les terroristes. Il faut faire attention. Lutte contre le terrorisme. Du point de vue américain veut dire que on va financer et protéger les terroristes. Parce que la lutte contre le terrorisme, c'est le volet qu'on vient vous vendre. Après avoir multiplié les terroristes, on vient vous vendre un service. Après coup, votre armée étant déjà affaiblie par les terroristes que les Américains ont fabriqués, ils viennent vous vendre un faux service qui en réalité a pour seul but d'infiltrer votre armée et permettre aux Américains d'atteindre leurs objectifs. Donc, on a besoin d'une clarification stratégique. On a besoin, c'est urgent. Alors, Charlie a repris ça, j'insiste dessus. Oui à la diversification des partenariats, c'est une option même qui s'impose aux pays africains dans les conditions actuelles. Mais je répète encore, ça ne veut pas dire vagabondage diplomatique, vagabondage partenarial. Parce que si le pas est franchi, c'est fini. Vous n'avez plus d'identité, vous n'êtes plus crédible. Et Charlie Kenyela dit, si vous avez le pied dans toutes les maisons, vous allez mourir. Vous allez mourir. Donc, c'est le message que nous on envoie. Le message que nous on envoie. Les Américains ne sont pas des gens crédibles en la matière. Leur projet sécuritaire est dangereux pour le monde. Et d'ailleurs, ça a échoué. Il faut faire attention. Ça a échoué. Hein? Ça a échoué. Il faut faire attention. Quand on traite avec un empire qui est en train de s'effondrer et qui est conscient de son effondrement et qui fait feu de tout bois, il faut faire attention à établir, à créer les conditions où la mise à concurrence apparente des partenaires peut se retourner contre nous. Je dis que ça peut se retourner contre nous. Bon, nous on était en train de dire que nous on veut comprendre. J'espère qu'on va écouter notre message là-bas et mieux nous donner les éléments pour qu'on sache de quoi est-ce qu'il s'agit. Mais par principe, l'Amérique ne peut pas être notre partenaire en matière de sécurité. Et ça dit que c'est impossible. L'idée qu'elle se fait de la sécurité mondiale, le rapport qu'elle a à l'Afrique, etc., font que ce pays-là ne peut pas nous aider en matière de sécurité. Alors, j'étais très heureux de voir qu'enfin, pour Sebelek, les Russes se prononcent sur le Covid de cette manière. Parce que, pour moi, c'était un élément majeur de la crédibilité russe à parler avec. C'est-à-dire de la crédibilité russe dans le renouveau des relations internationales. Pour moi, un des éléments clés du point de vue qualitatif de ce que vaut le monde multipolaire, c'est ce problème. J'attendais depuis que les Russes se prononcent. Parce que... Quelle est la pertinence? Non, d'abord nous voulons comprendre comment on a fait pour que le monde entier s'arrête. Puisqu'officiellement c'est une pandémie, et les pandémies on est appelé peut-être à l'ennemi. Officiellement par qui? Laissez Fabrice, laissez la langue de bois. Vous savez, je vais vous dire une chose. Quand on est sur un dossier, ça évolue. Hein? Laissez la langue de bois. Le débat sur le Covid a beaucoup avancé. Il n'y a pas eu de pandémie. C'est un des plus grands crimes contre l'humanité. On a organisé l'assassinat des millions d'êtres humains dans le cadre d'une opération de routine qui prépare l'extermination de l'espèce. Ils ne cachent pas leurs idées. C'est-à-dire la dépopulation. Le débat là, il est clos. Les Américains se trompent. Un rapport du Congrès américain, c'est officiel, allez le lire. Conforte ce que je suis en train de te dire. C'est le rapport du Congrès américain. Là, c'est un rapport. Donc, c'est le crime des crimes contre l'humanité. Le secrétaire d'État américain à la santé actuelle, Kennedy, tu le suis. Il faut le suivre. Il faut ce qu'il met sur la table comme dossier. C'est-à-dire qu'à partir du Covid, tous les médecins, à quelques exceptions près, ne sont plus dignes de parler de notre santé.
Je répète ce que je suis en train de dire. Et il m'écoute à partir du Covid. C'est-à-dire que le système médical mondial n'est plus digne, n'est plus en capacité de parler avec nous de notre santé. Ils sont corrompus. Ils sont sous la colonisation des Rockefeller. On sait comment ça a été organisé. On sait comment on réforme. La science médicale est morte avec le Covid. Je dis morte. Donc, il ne faut pas nous faire reculer en arrière. On ne joue pas. Il est question de la vie des êtres humains sur la terre. Donc, sur ces questions, autant, moi là, j'ai une dent contre la Chine, qui jusqu'à présent ne dit rien. Ne dit rien. C'est parti de chez eux. Je dis rien. Ne dit rien. Bien les enquêtes sur une affaire où la vie des Africains a été livrée à Mondovision par l'ONU et le bandit qui a l'OMS. Parce que tu vois, l'ONU a dit qu'on va compter les morts en Afrique par millions. Le criminel qui a à l'OMS, ce vaurien là, cet Éthiopien de merde là, a dit qu'on va mourir par millions. Alors si vous oubliez vite, non, n'oublie pas. Parce que nous là, on a risqué nos vies pendant le Covid. J'étais avec lui dans le bateau. Nous avons été les premiers. Et nous avons deux Camerounais livrés les machettes. Nous avons deux Camerounais livrés les machettes. Quelqu'un débarque avec son vaccin là. Défendez-vous. On a dit officiellement 7 millions de morts. N'importe quoi. Il est l'observatoire là-dessus. Hein. Là, l'observatoire là-dessus, on suivait ça de très près, les chiffres. Donc, l'humanité veut comprendre comment, un matin, la vie s'est arrêtée. Et que tous les pays ont validé ça, en grande majorité, y compris les puissances. Mais ça s'est passé comment? D'un matin comme ça, la vie s'est arrêtée sur terre. Personne ne voyage, personne ne bouge. Les peuples en Afrique noire n'ont pas plié. Oui, mais ça c'était une réaction imprévue. Tout ce qu'il a programmé, c'était notre monde qui était programmé. Mais ça en évidence, tu parles de nous. Les peuples en Afrique noire, j'ai bien dit noir. Oui, je parle des peuples africains. Du Sud, hormis, n'ont pas plié. Pour ça, les peuples. Nous ne sommes pas humbles. C'est nous qui étions en premier ligne dans ce combat. Non, il ne faut pas être humble. Dans le peuple. Non, je ne suis pas d'accord avec toi. Quand on mettait de poitrine dehors là, tous ces gens-là, voilà. Les peuples. Les peuples nous ont suivis. Voilà. Mais je parle de je parle. Attends, vous faites ce sport quoi? Mais moi je parle de quoi? Je parle des populations des peuples. Mais tu ne dis pas que les gens. Pourquoi tu parles de peuple? Mais pas de toi, tu n'es en première ligne. On fait partie dedans. On est des intellectuels organiques. Il y avait les Africains qui nous contredissaient dedans. Il y avait les Africains. Un voyou comme Pougala nous contredisait, non? Pougala, tu as vu son des intellectuels organiques. Bon, voilà. C'est le mot là que je veux entendre. C'est un technicien, ça va pas. Oui, non. Intellectuel organique, ça c'est bon. C'est d'après Jean-Paul Sartre. Ça c'est bon. Non, c'est même bon. Ça ne pourrait pas ce que je tente de dire. Donc je tente pour vous dire cette affaire. Ça ne peut pas passer comme ça. Donc moi j'attendais depuis longtemps la position des Russes sur cette affaire. Donc quand on me dit qu'on demande qu'on extrade Bill Gates, un des plus grands criminels de l'histoire de l'humanité, un assassin. Tout à fait. Un assassin buveur de sang, Bill Gates. Et qui continue à avoir des programmes venus tuer les Africains avec ces vaccins de merde. Quand on le tourne la tête de Fauci, mais c'est plus grave, hein. Ce monsieur a inventé une nouvelle race de moustiques. Bill Gates est au cœur d'une nouvelle race de moustiques. Parce que ça va chauffer là, c'est déjà dehors, hein, cette affaire. Non. Sous couvert de lutter contre le palu, il a fabriqué des moustiques. Tout petit, rikiki. Mais c'est-à-dire que ces moustiques ont une autre fonction dans le programme de Bill Gates. Ce n'est qu'un prétexte. C'est pour nous tuer. Mais quel est ce monde où un tueur officiel, quelqu'un qui dit ouvertement qu'il va tuer les gens, il se balade. Il est reçu dans le palais présidentiel africain. On est dans quel monde? Il est respecté. Bill Gates a arrêté d'être pendu au cours. On va dit qu'on doit lui donner les vaccins, la clé donner aux gens là. Même un donne le vaccin sur lui seul. Pareil pour le docteur Fauci. Rions, on peut rire. Mais on a échappé dedans, et c'est pas fini, ils ont des projets.
Ils ont des projets. Donc, l'humanité a besoin de voir clair. Et moi, je dis qu'il va de la crédibilité du monde multipolaire qui est en train d'émerger. Parce que si les Chinois ne disent cette affaire, ce ne sont pas des gens sérieux, parce qu'il s'agit de l'être humain. Il s'agit de l'être humain. Les Chinois ne diront jamais rien. Bon, il dit, je sais pas, qu'ils disent ou pas, mais nous on va tirer les conséquences. On peut, si ils sont 1,5 milliard d'êtres humains, nous 30 millions, c'est beaucoup. Nous les 30 millions. Ils n'atteignent pas 1,5 milliard. J'en manque même. C'est une population en baisse. Disons qu'ils sont 1,5 milliard, comme nous a raconté. Professeur Belek. En Chine, un humain n'est pas différent d'une fourmi, ils sont trop nombreux. Mais nous, la 30 millions là, ça. Chacun compte. Il y a le pays en Afrique où c'est 5 millions de personnes. On compte les gens. La valeur de l'être humain. Si pour eux là, comme ils sont trop nombreux, un être humain c'est une fourmi, ça ne marche pas. C'est pas comme ça chez nous. Tout à fait. Donc il faut que. On n'est pas en train de jouer. Donc on ne peut pas être avec des personnes qui un matin, pour nous inventer une pandémie, ils vont disparaître. Et ça passe comme ça. Donc moi je salue cette démarche. Moi, je salue la démarche russe. Bien sûr, je peux dire. Bon, tu sais, moi, personnellement, je dis souvent que les Russes, je peux faire confiance, je ferme les yeux. Les Chinois, j'ai les deux yeux ouverts tout le temps. Moi, je dis ça régulièrement. Tout à l'heure, même, j'ai interpellé la Chine. J'ai bien dit que Vladimir Poutine fait la démarche, mais elle serait d'autant plus forte que si elle appuie de la Chine, puisque tout est né là-bas à Wuhan, en Chine. Maintenant, président, qui ne dit pas que les Chinois ils s'en répandent, mais d'une autre façon, c'est qu'ils ne sont pas obligés de faire comme nous. Quand maintenant ils appuient la Russie, par exemple, dans la opération militaire spéciale. Opération militaire spéciale. Ou alors au niveau de la dédollation, résister à Trump. Peut-être que. Mais ils ont leur. C'est pas les Africains, président. Peut-être qu'ils ont leur façon à eux de procéder. Bon, c'est tout ce que je voulais dire. Non. Oui, président, moi, j'ai une petite idée pour Attends, ça n'enlève rien à ce que tu as dit, président. C'est juste pour dire que ça n'enlève pas le fait que, tu les interprètes, tout le monde les interpelle, qui s'explique. Mais je veux dire que peut-être que leur démarche lente, à la fourmi chinoise, là, c'est tout. Alors, puisque je disais, la Chine ne s'est jamais montrée favorable, notamment à l'évolution des enquêtes, à l'effet de faire toute la lumière autour de ce qui s'est réellement passé. Est-ce que la demande du professeur peut-être peut trouver gain de cause auprès de la Chine? La Chine ne dira rien parce que c'est une décision du parti, c'est-à-dire en Chine, la structuration de la vie politique et de l'État chinois explique déjà, le parti est au-dessus de l'État en Chine. Et cette histoire a été traitée par le Parti communiste chinois. À savoir, nous sommes co-responsables de cette affaire. Parler de cette affaire et reconnaître notre tort induit ce que le président Bandakani dit. C'est-à-dire que ça tue même les relations de confiance sur le plan économique que nous avons avec la Chine. Parce que tous les États, les individus pourront déposer une plainte contre l'État de Chine, contre le Parti communiste chinois. Première des choses pour moi. Deuxième des choses pour moi, président, il va de l'orientation politique en Chine. Ce n'est que le nom aujourd'hui, la Chine est un parti communiste. Il y a les libéraux chinois qui ne sont pas différents des néolibéraux anglais et des néolibéraux américains. Et ils tiennent le monde comme ça, les mondialistes actuellement au président. Ils ont les mêmes intérêts. Quand tu regardes la bourse de New York, tu regardes la bourse londonienne la plus forte, tu regardes rien que les intérêts portuaires allemands. Première puissance exportatrice d'Europe. La Chine tient 35% des intérêts portuaires allemands. La Chine tient des intérêts dans la bourse populaire de Londres. La Chine tient dans les intérêts américains. La Chine a les bons de trésor américains. Ce qui fait donc qu'aujourd'hui, quand tu arrives à la bourse de Shanghai, les financiers de Shanghai ne sont pas différents des financiers de Wall Street, ne sont pas différents des financiers de la City. Et l'affaire, président de Covid, ça s'est énormément joué en bourse. Beaucoup d'argent ont été gagnés. Souviens-toi, tu étais Afrique Média, tu créais contre le monde entier face à des intérêts financiers lourds. D'où l'homme de l'OMS. Je le dis comme mon cher ami, tu n'es qu'un pion comme à la tête de cette affaire. Tu as quoi d'éthique, de morale, d'un médecin? Celui qui est à la tête de l'OMS, il a quoi en termes d'éthique d'un médecin? C'est un financier. Et on
s'est rendu donc compte que même l'État du Cameroun, monsieur notre ministre de la Santé, demandait de faire vacciner les gens. C'est là où tu as sorti l'histoire de la machette et qui passait devant mon domicile. Nous avons sorti. Nous avons sorti. Mais tu ne te mettais pas, tu estimais Si. que tu n'es rien, Non. tu ne pèses rien, tu n'as pas de Attends une seconde, Bertrand. Le président m'a interpellé tout à l'heure, quand il avait sa prise de parole. J'ai dit avec mes mots que si ça se passe comme ça, je sors ma machette. En bon bassin. En bon bassin. Eh bien, Et j'ai bien dit, je fais pas ça. Et j'ai dit, je fais pas ça. Ouais, je me rappelle. Alors pourquoi tu dis le problème? Non, arrête, c'est comme si vous voulez me disqualifier ou c'est quoi? C'est quoi ça? Regardez. Oui, il y a un problème. Attends. Tu vois donc Il se fait porter une costume nos États, tout à fait opposé à ce que je suis. Bertrand. tu l'as dit, excuse-moi. Ok, merci. Tu vois donc que nos États, qui sont donc les clients de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, où la Chine appartient au Conseil de sécurité, tu vois qu'ils ont réussi même à partir du Fonds monétaire international de la Banque mondiale de dire que vacciner vos populations. Donc, les décaissements, l'accord en conseil d'administration du Fonds monétaire international de vos plans triennaux était conditionné au fait qu'on a fait payer même le patriarche président. Mais sauf qu'ici, Non, il était très il n'a pas été malin il a donné parce qu'il n'a pas combattu ceux qui expliquaient effectivement que c'est un assassinat dont le président est resté dans la posture de chef d'État et dire que chacun est responsable de sa santé. Voilà à peu près l'option qu'a pris le président de la République. Chacun est responsable de sa santé. Celui qui veut faire vacciner son enfant, va faire vacciner. Celui qui ne veut pas, au point de faire interdire l'obligation d'être vacciné pour assister à des matchs de la CAN. Parce que la CAN va avoir le CHAN. Et nous allons dire au président que Et c'est même il y a un pays en Afrique à avoir organisé des compétitions, des spectacles ouverts avec de l'affluence assez et on va se remarquable. rendre compte qu'il n'y avait pas d'affluence. Donc les Camerounais préféraient sacrifier une fête sportive qu'ils attendaient depuis des dizaines d'années pour se faire vacciner. Et là, effectivement, la décision présidentielle a été de dire que vraiment cette histoire-là, que les gens aillent au stade. Celui qui veut se faire vacciner, qui a peur de sa vie, il se fait vacciner. Donc le ministre de la Santé n'en faisait plus une obligation pour les transports publics, pour aller à l'école, pour entrer dans les stades et tout et tout. Donc juste pour dire, président, que la Chine n'a de communiste aujourd'hui que, entre guillemets, de nom. Monsieur Xi Jinping, dans certaines démarches et dans certaines discussions d'intérêt financier, n'est en rien différent de Monsieur Cameron ou de Macron ou de Rothschild. C'est ça qui fait que moi, je m'avance un peu. La Chine ne reconnaîtra pas sa responsabilité dans cette affaire. 2 minutes, je vous en prie, rapidement. Je voulais apporter un autre complément à ce que Bertrand expliquait tout à l'heure. La Chine a sa propre démarche en matière de politique internationale. Les Chinois ne communiquent jamais sur leur force. Jamais. C'est une doctrine dans le confucianisme. Tes forces, tu les caches à tes adversaires et tu laisses paraître tes faiblesses. Sur la base de ça, la Chine sous-estime tout ce qui se passe en Chine. Le PIB de la Chine est sous-estimé. Ce n'est pas le PIB de la Chine que nous avons là. Il est sous-estimé. Le volume des échanges à l'intérieur de la Chine, sous-estimé. Le volume des exportations chinoises sous-estimé. Tout ce que les Chinois font, ils sous-estiment. Alors pourquoi cette donnée est importante? Parce que dans le cadre de la Covid-19, il s'est posé une querelle entre Européens et Chinois. L'Union européenne disait qu'ils vont porter plainte à la Chine. Parce que la Chine, le virus est parti de la Chine et est entré sur leur territoire. Ils considèrent que c'est un acte terroriste. La Chine a aussi répondu à l'Union européenne, disant que le laboratoire de Wuhan ne nous appartient pas. Le laboratoire est un laboratoire américain et français. Bon, c'est vous qui avez développé le virus sur mon territoire. Vous voulez qu'on dise... Je suis une victime d'ailleurs. Bon, ça devient intéressant. Pourquoi? Parce que l'un des éléments, pourquoi le virus commence en Chine? L'un des éléments, c'était de désintéresser, de créer, de faire de la Chine une red zone dans le commerce international. Quand vous analysez, la Chine devait devenir red zone parce que tout le monde allait se dire, désormais un produit qui vient de Chine, il y a un risque de contamination. Les Chinois ont fait quoi?
Les Chinois, dans leur réaction, quand vous analysez, les Chinois ont fait une chose, c'est que toutes les réponses cliniques qu'ils ont apportées étaient développées en Chine. On a dit vaccin. Ils n'ont jamais dit non au vaccin. Hein. On dit vaccin, ils disent vaccin, ok, on fait une recherche de vaccin. Mais vaccins chinois. Les Chinois avaient 15 vaccins. Non, 13, c'était 13 sur 17 vaccins qui étaient validés. Ils avaient 13 vaccins validés à l'intérieur, qui ont été validés au niveau international. Ils disent maintenant, nous on vaccine avec nos vaccins. Pourquoi les Chinois étaient pressés de vacciner leur propre vaccin? À côté du protocole officiel de l'OMS, la Chine a autorisé 14 protocoles internes, y compris on traitait avec même, j'ai lu ça dans un article, le foie le pancréas de chèvre. Donc ils prenaient ça, apparemment ils ont ils extraient des éléments là-bas et ils traitaient la Covid avec. La pharmacopée, la tradithérapie chinoise a été mise à contribution. Les Chinois ont fait et ont contenu. Ce que ça nous enseigne, c'est que les Chinois ont utilisé cet élément du confucianisme. Ils ne communiquent pas sur les forces. Ils connaissent exactement qui a fait le virus. Ils savent qui a répandu le virus sur leur territoire. Ils connaissent par quel mécanisme le virus est remonté. Il n'est pas exclu que les Chinois ont mis eux-mêmes les malades dans les avions. Vous dites, bon, vous voulez nous blaguer. Ok, tout le monde sera malade. Comme ça, tout le monde, personne ne va plus dire que la Chine, c'est la Chine qui est malade. Donc, les Chinois sont conscients de la guerre qui s'est passée dans la Covid. Mais le regard russe est important. Pourquoi? Les Russes n'ont pas participé à la bataille, ils ont subi la bataille. Ouais. C'est ça le regard russe. Les Russes ont subi la bataille comme nous. Or, les Chinois, ils ont vécu la bataille sur leur territoire. Ils ont compris l'enjeu stratégique de cette bataille. Donc, pour nous aujourd'hui, avec les Russes, c'est intéressant parce que nous sommes dans la même posture. Nous sommes les victimes. Les Chinois, ils ont fait sortir. Moi, mais je ne pense pas que les Chinois, parce que quand on voyait comment l'Union européenne avait commencé à... Nos États ne se comportent pas comme des États victimes. Jonathan, je suis Non, nos États, non, je ne te comprends pas. Tu as très bien expliqué tout à l'heure. Nos États avaient des réponses... J'ai une question. Présence. C'est bon pour moi. D'accord. J'ai une question. Laquelle? Tu parles ou pas? Il va répondre. La question, c'est... moi, en fait, c'est pour tout le monde. Hein. D'accord. On voulait adresser ça, Jonathan. Mais, et alors, comment expliquer que les Chinois aient accueilli d'abord ce laboratoire P4 sur leur sol? Non, ce qui est sûr, c'est que la Chine a joué un rôle trop sans contredire ce que Jonathan dit, ce qui est très vrai. La Chine a une part de responsabilité dans l'affaire. Puisque moi... les intérêts financiers, et ce n'est pas fini comme le président dit, même le moustique là, président, les enjeux financiers je n'ai pas encore tous les éléments. Les laboratoires P4 sont des laboratoires qui travaillent directement avec les ministères de la Défense. Ce n'est pas les laboratoires qui travaillent seulement avec le ministère de la Santé, c'est d'abord le ministère de la Défense. Au Cameroun, il y a le laboratoire P4. Oui, à Yaoundé. Je vais vous donner le nom d'ici la fin de l'émission. Je vais vous donner le nom. Ils ont même changé de nom. C'était Iota, c'était Iona. Un nom. Biota, Métabiota. C'est Métabiota, je crois bien. Mais ils ont un nom à Yaoundé. Américain. Oui, américain. Et ils ont changé de nom. Ils ont changé de nom. Ils se passent pour une ONG à Yaoundé. Or, c'est un laboratoire P4, enregistré comme laboratoire P4. Quand les Russes avaient sorti la carte, j'ai regardé, sur la carte des Russes, ils indiquent comme P4 existe au Cameroun. Donc, et ce laboratoire travaille directement avec notre ministère de la Défense, le ministère de la Santé. Pour les Chinois, il y a un intérêt de défense. Il y a un intérêt de défense stratégique à avoir un laboratoire P4 qu'ils avaient. C'est aussi qu'il existe des armes bactériologiques. On entretient les virus. Les Russes, par contre, sont même plus dangereux que votre arme atomique. Les Russes, par contre, ont toujours lutté contre la prolifération des P4 parce que eux-mêmes ils développent leur propre solution en Russie. Donc eux aussi ont leur part de P4. D'accord. Peut-être à ce niveau, les Chinois ont pêché à surtout que la Chine, vous connaissez bien l'histoire de la Chine est devenue une puissance, une vraie puissance
qu'à partir du 20e, à la fin du 20e siècle, début 21e siècle. Avant, c'était une puissance qui dépendait à la fois, qui a dépendu des États-Unis et de la Russie plus tard. Président, la démarche du président Vladimir Poutine peut-elle véritablement porter ses fruits? Ou alors à la fin, puisqu'il y a sur la table des débats la question de l'Ukraine, lorsqu'il impose donc désormais Bill Gates comme étant, à tout moins il demande que ce dernier puisse répondre de ses actes, est-ce qu'on est prêt? Et d'ailleurs tout à l'heure le professeur semblait embêté avec le fait qu'on dise qu'il sera extradé. Est-ce que... En fait, non, extrader, ça peut se faire dans les deux, quel que soit le pays. Oui, voilà. Donc voilà, comme ça c'est réglé. C'est pas forcément du pays d'origine du citoyen. D'origine, totalement. D'accord. Alors, que peut obtenir véritablement Poutine dans cette démarche? Ça, c'est une question secondaire, de mon point de vue. L'enjeu, moi, je le situe à un autre niveau. Bon, je ne sais pas pourquoi vous expliquez la démarche chinoise. C'est louable, hein, du point de vue d'essayer de se mettre à la place des Chinois. Mais c'est une puissance. Elle se défend tous les jours. Elle agit comme étant une puissance. Ce débat-ci, c'est le problème de l'espèce humaine de l'humanité. Donc, il y a des choses que on ne peut pas accepter ça. Toutes ces puissances-là sont très loin dans la question de la post-humanité. Tout à l'heure, quand vous parlez, l'intelligence artificielle va nous conduire où? Vous oubliez que ces puissances sont dans la guerre de l'intelligence artificielle? Tout à fait. Très avancée. Nous, on y comprend quoi? On est où dans ça? Ça va conduire l'humanité où? Vous comprenez l'enjeu de l'affaire. Les Russes, tout à l'heure, professeur Belekan, l'enjeu des Russes, c'est quoi? La question des biolabs. Dans le cadre de l'opération militaire spéciale, on sait ce que les Russes ont trouvé en Ukraine. D'ailleurs, ils ont posé le problème à l'ONU, ouvertement. Donc, les Russes, la question que Poutine pose sur la table, il veut joindre la question des biolabs dans les négociations. Parce que la Russie dit, mais il faut qu'on revienne sur les traités internationaux, plus fermes, plus rigoureuses, pour, à défaut de démanteler ces armes-là, de les encadrer strictement. Nous, on est pour le démantèlement de ces armes-là. On ne conçoit pas une humanité avec des gens qui s'asseyent et nous fabriquent des armes bactériologiques. Jonathan. Virologiques aussi. Toutes sortes d'armes. Toutes sortes d'armes. Bactériologique, c'est mieux que virologique. Oui, ils sont même très loin. Ils sont très loin. Ces gars maintenant peuvent fabriquer le tremblement de terre, ils font tomber la pluie, etc. A dit que les Américains se fâchent contre toi, ils lancent un séisme artificiel, tu perds 300 000 personnes. C'est grave. Même les pluies là. Tout ça, c'est grave. Donc, il y a un enjeu de l'espèce humaine, Jonathan. Il y a des principes sur lesquels on ne transige pas. Deuxièmement, il est question de dire que le monde ne peut pas se limiter aux puissances. Les puissances ne comprennent rien au monde. Le problème, c'est la guerre des puissances. L'humanité ne peut pas se limiter à ça. Et de ce point de vue, on a notre mot à dire. Et un rôle important à jouer. Sur le monde multipolaire, n'est pas en mesure de prendre ces questions essentielles, il n'est pas crédible. Il ne sera pas crédible demain, il n'est pas crédible. C'est ce que je viens de dire. Je suis très heureux que la Russie ait enfin soulevé ce problème. Quand on en discute, qui a un vrai débat sur la question? Le Covid n'a pas réglé l'affaire. Est-ce que l'OMS a désarmé? Jusqu'à aujourd'hui, la guerre sur la question du règlement sanitaire international, c'est quoi? L'OMS continue à vouloir revendre, à être un super État. Au nom de la gestion des pandémies, l'OMS est en train de se battre. Les Rockefeller, les mondialistes, ils vont mourir pour ça. Il dit qu'on meurt ici. Pour les méthodes de super État. Qui va, au nom des pandémies, tuer les États et leur souveraineté pour gérer directement l'être humain. C'est-à-dire que nous tuons en masse l'OMS. Mais l'OMS, c'est pas Bill Gates. Si. Mais sur ces questions-là, les puissants doivent se prononcer clairement. La Chine doit se prononcer clairement. La Russie, clairement. Les États-Unis, quand Trump arrive, il dit qu'il parle d'autres vieilles, il continue. On veut des positions claires. Des positions claires. Donc, ce n'est pas une petite question. Elle est fondamentale. C'est-à-dire, la question de P4 que vous posez, mais on se retrouve avec ce type de laboratoire. Mais c'est l'évolution économique mondiale. Il y a des enjeux économiques bêtes là. C'est une affaire économique aussi. Tout à l'heure, tu l'as dit.
C'est une affaire économique extraordinaire. Et c'est un marché pour les Chinois. C'est un marché mondial. Les Chinois veulent leur part dedans. On va parler de ça aux Américains. Parce que quand tu crées une pandémie, tu as créé un marché. Tu as créé un marché. Sur le plan sanitaire. Tu as créé un marché. Tu as tout compris. Tu as tout compris. Tu as tout compris. Le problème, c'est que, mais comment ça a été possible qu'on arrête la vie sur Terre? Il y a un problème pour le temps. Le problème est là. On a arrêté la vie sur Terre. Et les puissants ont été d'accord. Ça veut dire qu'on peut s'entendre sur notre dos. Souvent, puisque M. Bilguet dit qu'il faudra s'attendre à des pandémies les plus rudes encore après mais si ce monsieur continue à vivre, ça veut dire que... Mais ça montre dans quel monde on se trouve. Expliquez-moi pourquoi on est d'accord sur que la vie s'arrête maintenant. Il y a un problème, donc on peut s'entendre sur notre dos. C'est vrai, ça c'est vrai. La question du Covid, elle dit que c'est tous les États qu'il faut interroger. C'est quoi la fait ça? Qu'est-ce qui s'est passé pour que la vie s'arrête sur la base d'un mensonge? Et les États savaient comment? Ouais. Ben, normalement, c'est démontré. Tout le monde savait comment? Tout le monde savait. Mais il y a un problème. On va gérer une ministre en France qui avait sorti un rapport en disant que c'est j'ai dit. C'est pas bien. Puisque dans le cas d'esprit, il est seul comment, je dis. C'était depuis les plus atteints. Non, mais vous allez loin. C'était depuis les plus atteints. Avant la Fédération de Russie. Oui. Ils ont été avec le vaccin. Quand la guerre a commencé, sauf si on me démontre que la Russie, comme je l'attends, a été victime, a été prise au dépourvu, je peux comprendre. Mais ça me surprendrait. Moi, je ne crois pas que la Russie ait été aussi impréparée pour être surpris par cette affaire. Oui, ça peut arriver. Moi, je ne connais pas. Je ne suis pas président de la Russie. Les Russes disent que depuis le début de la guerre froide, ils disent que c'est la 50e fois qu'ils ont une attaque d'origine bactériologique. Oui. Ils ont eu au niveau, à la frontière, et c'était ça la vraie raison de la guerre en Géorgie. Ils disent qu'à la frontière avec la Géorgie, ils ont enregistré des maladies qui étaient en fait des cas d'études dans le laboratoire P4 que les Américains avaient mis en Géorgie. Donc quand ils ont bombardé la Géorgie, ils ont visé les missiles sur le fameux laboratoire. Et depuis qu'ils ont détruit le laboratoire, ces maladies-là, on n'en parle plus. Ils ont parlé du développement même du chikungunya dans les laboratoires en Géorgie. Et les tests expérimentaux du chikungunya se sont passés sur les territoires français. Dans les îles là-bas, dans les dom-toms, la Réunion. On allait tester ça. Et une période, on disait il y a le chikungunya dans ces zones-là, il y a le chikungunya. Les Russes disent que c'est parti de Géorgie. Donc les Russes ont vécu pendant un certain temps. Ils savaient que les États-Unis fabriquaient déjà des moustiques qui peuvent contaminer le chikungunya. Les moustiques tigres. Ils fabriquent des ils utilisent des oiseaux, les mouches également. Ils disent qu'en Ukraine, ils ont trouvé des trucs avec des cages, avec des mouches, dont les mouches sont contaminées. Et le véhicule qui va lâcher les mouches, il peut passer sur la rue, on ouvre juste quelques volets, elles sortent et elles se répandent dans la nature, elles vont contaminer. Donc, eux aussi, ils peuvent être victimes. C'est pas qu'ils ne peuvent pas, ils peuvent aussi. Je dis, on va quand même les missiles aller toucher les villes en Russie. Nous sommes ici. Allons-y. Dans le cadre du monde nouveau, nous sommes tous avec la Russie. Il n'y a pas de débat. Tout à fait. Mais je suis africain. Bien sûr. Avant d'être pro-russe, moi je suis africain. Tout à fait. Donc je suis en train de vous dire que dans cette affaire, j'observe que, à moins que les Russes nous disent qu'ils vont être victimes, je ne sais pas. Mais je dis, dès le départ de l'affaire, on a observé dans un premier temps une espèce d'attentisme chez les Russes. Après le silence, après ils ont commencé à agir. Mais quand on a dit que le monde s'arrête, je vous dis, le monde entier s'est arrêté. Tout le monde s'est arrêté. Monsieur Jonathan, si tu penses à la légère, ça veut dire que tu n'es plus un être humain. Tout à fait. Non, je ne prends pas la légère. Mais c'était le débat. Les peuples du monde ont été pris. C'est ça le débat. Je dis que la vie s'est arrêtée sur Terre. Tous les États étaient d'accord. Nous savons aujourd'hui que les États savaient qu'on ment. Ils sont arrêtés, ils savaient qu'on ment. C'est un problème grave. Les Suédois, les Danois ne se sont pas arrêtés, président. C'est une exception. Eux, ils ont continué naturellement. Je dis c'est une exception. Tu parles de la Suède. Vous savez, le Cameroun, on parlait loin. Non. Au Cameroun, on parlait de fausses mesures barrières. Et puis, c'était pas observé au Cameroun. Mais je vous dis, quel État a fait des fausses mesures barrières ou pas, le consensus dans le monde. Le consensus là, c'est ça qu'il faut interroger. C'est inacceptable, c'est très inquiétant. Et puis la quelle est la force de quoi?
Et le Danemark. Le Danemark, ils ont d'abord été victimes. Et c'est après que nous avons pris la décision. Ils ont d'abord commencé à faire le confinement. Oui, après, ils ont pris la décision que non, c'est pas ils ont essayé, ça c'est vrai. Ils ont essayé, ils se sont rattrapés, les deux. Donc le problème est là. Quelle est donc la puissance, Bertrand? Quelle est l'hyperpuissance qui a été capable d'arrêter la vie sur Terre et qui a soumis les États? Tout à fait. C'est ça l'enjeu, Bertrand. C'est ça l'enjeu, Jonathan. Non, c'est ça. Donc, il ne faut pas s'amuser avec ça. Il faut que l'Afrique doit être en premier ligne pour revendiquer ça. Parce que dans le plan, on était les plus visés en plus. D'accord, de l'Afrique en plus. Laquelle? Laquelle? Celle des peuples ou celle des dirigeants? L'africanisme, les peuples. Les peuples. Les peuples. Écoutez, moi, je ne parle pas l'appeler les gens. Moi, je suis un panafricaniste. Quand depuis qu'on a commencé cette bataille ici, pour parler des peuples, il y a des masses en mouvement, il y a des gens qui nous rejoignent. Moi, je ne suis pas un démocrate, ils ont confisqué les peuples dans leur poche. J'agis comme panafricaniste. Et les peuples, ça bouge. Quand les peuples souffrent, tant mieux. Il y a souvent une bonne partie ne suit pas ce qu'on dit. Il ne faut pas aussi nier ça. Bon, moi, je ne suis pas un démago, ni un populiste. Voilà. Donc je dis, il y a un problème grave tout à fait doit être réglé. Pourquoi on ne nous prenne pas deux fois? Or, ceux qui étaient à première ligne n'ont pas renoncé. Les financiers n'ont pas renoncé. C'est ça l'OMS. Voilà pourquoi Bill Gates marche. Oui, absolument. Bill Gates est en train de marcher. On ne sait pas, on doit tendre le recours. On doit le tendre le recours. Voilà, il marche avec les Gavi, avec les Macron. La France, dans le monde aujourd'hui, tous les pays déclassent et documentent le Covid, sauf la France. C'est-à-dire qu'ils sont encore, en guerre. C'est-à-dire que le Conseil de défense, ils n'ont, au contraire, on le compense les tueurs en France. Mais on a chassé le collègue de professeur. Mais ils décorent les gens. C'est-à-dire que Raoul. ils l'ont chassé. C'est le pays le plus arriéré en la matière. En termes de gestion de l'information, c'est le pays le plus arriéré. C'est-à-dire que des scientifiques reconnus ont été envoyés dans des asiles. On dit qu'ils étaient fous, etc. Fautillon, tous les scientifiques, les médecins qui occupaient de hautes fonctions administratives dans les instituts spécialisés de l'État français. Mais maintenant, un matin, on se lève, on dit qu'ils ne connaissent rien. On les a diabolisés, etc. Et on va les humilier à la télé. Sur la base de quoi les humains peuvent continuer à faire confiance à la science officielle. Fabrice, c'est ça qu'il s'agit. Sur quelle base on continue à faire confiance à nos médecins? C'est ça. Puisqu'il suffisait de donner de la nature aux médecins, des ristournes, pour qu'ils signent toutes des faux documents de colonies pour dire que nous avons le Covid. Il faut faire attention. C'est un enjeu sérieux. Donc, je salue la démarche russe. Ça doit aller jusqu'au bout. Nous voulons savoir la vérité de cette affaire. Nous voulons savoir la vérité et les puissances et les forces qui sont impliquées dans cette affaire doivent rendre compte Bertrand. Ce n'est pas question que c'est une puissance chinoise. Elles doivent rendre compte. Bien sûr. Le monde n'appartient pas aux puissances. Bien sûr. Voilà. Je termine avec le Venezuela. Je partage totalement l'analyse du professeur Bellec de Jonathan sur la question. Soutien total à Maduro. Donald Trump se comporte comme un bandit. C'est incroyable. Ça dit, excusez-moi, est-ce que le type là, sa tête tient même normalement? Sa tête tient même. C'est-à-dire qu'il a des comportements. C'est-à-dire on se demande d'où il sort. Mais ça, c'est comme ça que les Américains sont. Hein. C'est le prototype de l'Américain blanc. Oh oui, Donald Trump. C'est incroyable. Nous connaissons que les Américains veulent le pétrole et le gaz de ce pays. Le Venezuela. Nous connaissons le rôle que le Venezuela joue dans la lutte des peuples sud-américains contre l'hégémonie yankee. Nous connaissons tout ça. Donc nous soutenons Maduro. Et Jonathan a fait une brillante analyse dans l'affaire Epstein. Quand il a lié les deux, je partage ça à 100%. Je la partage à 100%. Epstein. Donc quand Maduro sort sa carte là, la donne en train de changer. Non, Trump comprend très bien ce langage. Comment un président peut te lever Bertrand matin Il dit que 50 millions de dollars, on t'amène. Moi j'ai même cru que c'était. Ça m'a fait sourire quand j'ai lu ça. C'est-à-dire, il faut seulement qu'on. J'ai dit, mais. J'ai même pensé à toi. Mais est-ce que tu as lu même ça? J'ai pensé à toi. Non, c'était pas Noguera au Panama. Oui, Panama. Même si tu as une armée forte, tu es fort, dit-on, tu es soi-disant fort. Bertrand, tu sais, nous avons soutenu Donald Trump pour des raisons stratégiques. Mais nous savons qu'on soutenait. C'est un fou. C'est comme si j'étais un président américain. Tu te dis que je mets 50 millions de dollars. Amène-moi ce monsieur-là. Bon. Voilà l'arrêter, non. Tu as la main. Voilà l'arrêter. Donc, Maduro lui a rappelé que
qui t'amuse, Epstein. Tu es ce que j'ai pas la liste. Tu es ce que j'ai pas tes photos. Ça change la donne. Non, bien sûr, bien sûr. Bien Ça sûr. change la donne. Non, bien sûr. Soutien total à Maduro. Depuis des années, nous avons dit le Venezuela ne tombera pas.